Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Je m'appelle Angélique Hardy et je suis la coordinatrice d'IDDC, International Disability and Development Consortium, l'un des partenaires du projet Bridging the Gap. Bridging the Gap 2 est une initiative financée par l'Union européenne. Elle est coordonnée par la FIAP, la Fondation ibéro-américaine pour l'administration et les politiques publiques, en partenariat avec 3 agences européennes pour la coopération et le développement, les agences espagnoles, italiennes et autrichiennes, ainsi que 2 ONG internationales, le European Disability Forum, EDF, et IDDC, que je représente. Quelques mots sur IDDC avant de commencer. Nous sommes un consortium international regroupant 32 ONG, dont des organisations de personnes vivant avec un handicap. Notre mission est d'encourager le développement inclusif au niveau international, en mettant en particulier l'accent sur la promotion de la jouissance pleine et effective des droits humains pour toutes les personnes vivant avec un handicap au sein de communautés économiquement défavorisées. L'objectif de Bridging the Gap 2 est de contribuer à l'inclusion socio-économique, à l'égalité et à la non-discrimination des personnes vivant avec un handicap à travers des institutions et des politiques plus inclusives et responsables. Le projet dispose d'une ample stratégie de gestion des connaissances. Dans le cadre de cette stratégie, le projet organise un cycle de formation en ligne qui explore progressivement les divers aspects traités par le projet. Ce cycle vise à développer le concept de transversalité du handicap dans le domaine du développement, ainsi qu'à définir une approche homogène aux secteurs intéressés par le projet. Les formations sont préparées et développées par des experts internationaux sélectionnés par Bridging the Gap 2. Toutes les sessions sont organisées de manière interactive, reproductible et partageable. Chaque formation est conduite en anglais, espagnol et français en sessions séparées. La première session de ce cycle de formation était une introduction à la Convention des Nations Unies sur les droits des personnes vivant avec un handicap, la CDPH, et la deuxième session portait sur les objectifs de développement durable. Le troisième webinaire se focalisait sur la question du développement inclusif des personnes vivant avec un handicap et la quatrième session, quant à elle, abordait la gestion du cycle de projets inclusifs et accessibles. La cinquième session était quant à elle consacrée à la communication inclusive et accessible. Pour ceux qui auraient manqué l'un de ces 5 premiers webinaires, vous pouvez les retrouver sur le site internet du projet, sur les pages Facebook et Twitter et sur notre canal YouTube. Vous pouvez trouver les liens dans la chatbox ici présente. Aujourd'hui, nous sommes ici pour la 6e session intitulée « Légiférer pour les droits des personnes vivant avec un handicap ». Dans de nombreux pays du monde, en particulier dans les pays en développement et en transition, les cadres juridiques et politiques offrent une protection insuffisante ou ne traitent pas de manière adéquate les droits et l'inclusion des personnes vivant un handicap dans la société et le développement. Dans de nombreux cas, les lois perpétuent la discrimination à l'égard des personnes vivant avec un handicap. Pour faire la différence, les États parties, en tant que détenteurs d'obligations, doivent mettre en œuvre la Convention relative aux droits des personnes vivant avec un handicap, la CDPH, qui énonce les obligations juridiques en matière de promotion et de protection des personnes vivant avec un handicap. L'article 4 de la CDPH, obligation générale, impose aux États parties d'harmoniser leurs droits internes avec la Convention. L'article 4, paragraphe 1, oblige les États parties à adopter toutes les mesures législatives, administratives et autres mesures appropriées pour mettre en œuvre les droits reconnus dans la CDPH. Par exemple, dans les dispositions générales de l'article 4, la Convention contient des instructions concernant les mesures législatives que les États parties devraient appliquer en ce qui concerne des droits spécifiques. En outre, les États parties sont mandatés, en vertu de l'article 4, paragraphe 1b, de prendre toutes les mesures appropriées, y compris une législation, pour modifier ou abolir les lois, règlements, coutumes et pratiques existants qui constituent une discrimination à l'égard des personnes vivant avec un handicap. La Convention établit des tâches pour mettre en place un cadre institutionnel clair, capable de mettre en œuvre et de contrôler les lois nationales.
Par exemple, la CDPH demande aux États parties de désigner des points de contact dédiés au sein du gouvernement ou des bureaux dédiés pour établir des liens avec tous les niveaux de gouvernement dans tous les secteurs. La participation de la société civile et surtout des personnes vivant avec un handicap au processus de prise de décision est essentielle. Trop souvent, leur rôle a été ignoré. La CDPH demande donc aux États parties de veiller à ce que les personnes vivant avec un handicap et leurs organisations représentatives participent à la réforme du droit et à l'élaboration de politiques. L'article 4, paragraphe 3 exige de toujours prendre des mesures actives pour garantir leur participation pleine et effective. L'importance d'inclure les personnes vivant avec un handicap dans le processus d'élaboration des lois est également mentionnée à l'article 3, qui établit la participation pleine et effective et l'inclusion dans la société en tant que principe général de la CDPH. En outre, l'article 29 reconnaît le droit des personnes vivant avec un handicap à participer à la vie politique et à la vie publique. Pour veiller à ce que les lois révisées soient conformes à la Convention, les gouvernements peuvent tirer parti d'un organe nouvellement créé ou déjà existant, comme par exemple une commission de l'égalité, une institution nationale de défense des droits de l'homme ou une commission des personnes vivant avec un handicap, pour procéder à un examen complet de la législation. Ce processus devrait 1. Faire appel à des experts d'institutions gouvernementales et de ministères, de la société civile, de personnes vivant avec un handicap et de leurs organisations représentatives. 2. Établir et surveiller les délais pour l'achèvement des résultats. 3. Mettre en place un comité parlementaire chargé de superviser le processus et d'examiner systématiquement toute proposition législative afin de garantir sa cohérence avec la Constitution. Pour nous aider aujourd'hui à explorer ce sujet extrêmement important, nous avons la chance d'avoir avec nous Imed Ouertani, défenseur des droits des personnes vivant avec un handicap en Tunisie. Depuis la révolution tunisienne en 2011, il a planifié, mis en œuvre et évalué plusieurs actions de plaidoyer, dont la plupart ont été couronnées de succès. Ces actions ont porté sur des modifications législatives telles que la modification de la loi électorale et de la constitution tunisienne. En outre, il s'est efforcé de garantir les engagements politiques au niveau national, comme la signature de la Charte tunisienne des droits des personnes vivant avec un handicap, qui a été signée par les partis politiques représentés par 187 députés à l'Assemblée des représentants du Parlement. En 2016, il a obtenu une maîtrise en droit dans le domaine du droit et de la politique en matière de handicap international et comparé à l'Université nationale d'Irlande à Galway. Par la suite, il est devenu le premier boursier Bridge au sein de l'Alliance internationale pour les personnes vivant avec un handicap, IDEA, et de Humanity and Inclusion. Au cours de sa bourse, M. Ouertani a donné des formations, un soutien et un encadrement à plusieurs groupes, incluant des personnes vivant avec un handicap dans leurs actions de plaidoyer, et ce dans différentes régions du monde telles que l'Afrique, le Moyen-Orient et l'Europe. Avant de commencer, juste quelques conseils techniques. Le webinaire est sous-titré en direct et le lien pour suivre le sous-titrage en direct est dans la chatbox également. Et bien maintenant, je donne la parole à Imed. Merci encore et bon webinaire. Merci Angélica, merci à tout le monde d'être présent. C'est un vrai plaisir d'être parmi vous. Je suis ravi de partager mon expérience et mes connaissances avec vous. Donc, merci aussi à IDDC pour cette opportunité. Donc, on m'a demandé de faire une présentation sur tout ce qui est législation et harmonisation légale concernant les droits des personnes handicapées dans les différents pays. Et c'est un sujet vraiment très important car cela touche le cœur des actions des organisations de personnes handicapées. Et cela aussi constitue une étape fondamentale vers l'application de la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées. Alessia, donc, Oui, Imed. second slide. Oui, deuxième slide, s'il vous plaît. D'accord. Voilà. Donc, dans ce sujet, pourquoi c'est important
et comment commencer? Quelles sont les questions fondamentales qu'on doit se poser avant de commencer? Tout d'abord, il est important de comprendre dans notre pays qui est en charge et comment ça fonctionne la mise en place d'une loi ou d'une modification de loi. Il est important de se poser les premières questions concernant ce sujet, c'est-à-dire qui propose, qui est en charge de proposer les lois ou de proposer des modifications de loi. Ça peut être le Parlement, ça peut être une institution, le ministère, un ministre, une commission qui participe à cette modification. Est-ce que dans le processus de modification ou le processus de mise en œuvre d'une loi, est-ce que c'est permis que des organisations, des associations participent? Par exemple, dans une discussion, dans la modification de la loi de travail, il y a très souvent une discussion avec les syndicats. Donc, il est important pour nous de savoir qui participe à ce processus de modification ou de création d'une loi. Enfin, qui valide? Qui a le dernier mot pour valider les propositions et le processus? Cela comprend à la fois les institutions et les personnes. Bien sûr, étant dans un processus de plaidoyer, il est important pour nous de savoir à la fois l'institution responsable de la proposition, de la participation, de la validation, mais également des personnes en elles-mêmes. Les députés, leur nom, leur parti politique, le ministre, son parti politique, son nom, le chef de cabinet. Il est important d'avoir ces données-là avant même de commencer à discuter de la législation, car cela nous donne une carte dans notre processus de plaidoyer. À qui allons-nous nous adresser? Next. Pourquoi c'est important? Pour plusieurs raisons. Pourquoi c'est important de voir et de travailler sur l'harmonisation légale ou la législation légiférée pour les droits des personnes handicapées? Il est important que nous travaillons sur la mise en œuvre de la CDPH et son harmonisation légale dans notre pays, afin que tous les secteurs, les gouvernements successifs, tous les niveaux appliquent les obligations qui sont dans la Convention internationale. C'est-à-dire qu'on ne va pas s'amuser à chaque nouveau gouvernement d'avoir de nouvelles obligations ou de changer en fait ce qui existe. Avoir dans la loi la Convention internationale qui est harmonisée dans les textes nationaux, cela nous permet de s'assurer de la continuité de l'application de la CDPH. On appelle ça la domestication ou l'harmonisation. Il est important aussi de travailler sur ça parce que de nombreux pays, ils ont reformulé leurs anciennes approches, leurs anciens textes avec de nouveaux mots qui sont issus de la Convention internationale. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas réellement modifié leur approche, ils n'ont pas réellement mis en œuvre les droits des personnes handicapées selon la Convention, mais ils ont fait une sorte de reformulation de ce qui existait déjà. Si on lit différents rapports des pays au Comité des droits des personnes handicapées, on va trouver que ils mentionnent beaucoup des lois de 90 et début 2000 en disant qu'ils sont conformes à la CDPH parce qu'ils reformulent leurs anciennes approches selon de nouveaux mots qui sont issus de la CDPH. Souvent, cela est dû à leur ignorance ou à la non-compréhension des principes et des approches apportées par la CDPH.
Les EPH, dans tout cela, ils ont un rôle important à jouer de vigilance et de vérification. Si le gouvernement dit que cette loi est conforme à la CDPH, qu'elle respecte les droits des personnes handicapées selon la CDPH, il est important que les EPH, les organisations de personnes handicapées, vérifient concrètement est-ce que cela est vraiment conforme aux articles et aux principes de la CDPH. Nous allons voir après comment on peut faire ça. Next. Concrètement, de quoi il s'agit? Donc, il y a un petit schéma qui montre que qu'est-ce qu'on veut dire par l'harmonisation des lois nationales avec la CDPH. C'est-à-dire que les lois nationales et réglementations nationales sont identiques à la CDPH et sont appliquées au niveau national. On ne parle pas d'harmonisation, on ne parle pas de domestication si les lois ne sont pas appliquées et ne sont pas conformes aux articles et aux principes de la CRDPH, de la CDPH. Next. Quelle est l'étape principale? En fait, concrètement et de façon très claire, il y a deux schémas possibles. Est-ce que les lois nationales et réglementations nationales sont conformes, sont égales à la CDPH ou ils ne sont pas conformes ou ils sont contraires à la CDPH? Notre travail constitue notre travail, c'est de vérifier que notre loi et nos réglementations sont égales, sont conformes à la CDPH. Next. Quelles sont les étapes? Tout d'abord, en tant qu'OPH, il nous faut revoir les lois. Quelles lois sommes-nous censés examiner? C'est des questions qu'on doit se poser afin de comprendre comment on peut faire pour que les lois soient conformes à la CDPH. Donc, quelles lois sommes-nous censés examiner? Qui fait l'examen? Quels sont les tests de conformité? Comment on peut vérifier que ces lois sont conformes à la CDPH? Deuxième étape, développer une stratégie. Que voulons-nous? Par où commençons-nous? Troisième étape, faire du plaidoyer, du plaidoyer, du plaidoyer. Quatrième étape, faire encore plus de plaidoyer, de plaidoyer et de plaidoyer. C'est-à-dire, notre travail essentiel, après ces deux étapes, c'est de vraiment faire du plaidoyer. Parce que souvent, on gagne ou on arrive à modifier une loi qui concerne, je prends par exemple la loi électorale ou la loi de la santé, mais c'est pas systématique que le gouvernement a appris à faire cela tout seul ou systématiquement. Il est souvent nécessaire, et je pense même obligé, que les EPH fassent du plaidoyer pour toutes les lois, car le système de l'État prend du temps à avoir à faire un examen de ses propres lois tout seul sans l'intervention des EPH. Et même souvent, dans le même secteur, on arrive à modifier une loi, mais les circulaires ou d'autres lois ne sont pas modifiées parce que l'État ne sait pas comment faire et parce que ils n'ont pas dans leur système, ce n'est pas systématique qu'ils vont appliquer ou regarder de façon générale l'harmonisation avec la CDPH. Next. Comment on peut aller vers l'harmonisation? Ainsi,
comme disait Angelica au préambule, selon l'article 4, l'État peut être amené à adopter ou abroger ou modifier des lois qui concernent spécifiquement les personnes handicapées. C'est-à-dire que dans des lois, surtout, même si c'est des lois qui concernent spécifiquement les personnes handicapées, il est important de se poser la question, est-ce que cette loi prend en compte toutes les personnes handicapées dans toutes les régions de notre pays? Très souvent, il y a beaucoup de catégories de personnes handicapées qui ne sont pas ni mentionnées, ni prises en compte dans les lois. Donc, d'autre part, très souvent, la spécificité de la femme handicapée ou de l'enfant handicapé sont rarement pris en compte dans les lois, même spécifiques aux personnes handicapées. Deuxième type de loi que l'État sera amené à regarder, c'est des lois qui restreignent les droits des personnes handicapées. Ils ne concernent pas directement les personnes handicapées, mais ils ont une influence, ils ont un impact sur les libertés des personnes handicapées. Par exemple, et c'est très connu, c'est les lois de tutelle et sur l'incapacité juridique des personnes handicapées. Est-ce qu'une personne handicapée ou une personne avec déficience intellectuelle ou mentale a le droit de vote dans notre pays? Est-ce qu'une personne avec déficience visuelle a le droit de signer dans les banques? C'est des lois qui ne concernent pas spécifiquement les personnes handicapées, mais qui restreignent leur liberté. Troisième type de loi, c'est les lois qui concernent une variété de personnes et qui incluent les personnes handicapées. C'est-à-dire, par exemple, les lois de façon générale, les lois d'antidiscrimination. Est-ce que dans notre pays, il y a une loi antidiscrimination générale contre le racisme, contre la discrimination aux femmes? Est-ce que ça comprend également la discrimination sur la base du handicap? Les lois sur la sécurité sociale, les lois sur la tutelle, les codes pénaux, le code de travail, tous ces types de lois qui concernent une catégorie de personnes, incluant les personnes handicapées. Loi qui mentionne pas spécifiquement, excusez-moi. Le quatrième type de loi, c'est les lois qui ne mentionnent pas spécifiquement les personnes handicapées, mais qui les concernent. C'est-à-dire, par exemple, les lois du transport, la loi de la famille, les lois de la construction. Pourquoi cela les concerne? Par exemple, sur les lois de la construction, est-ce que cette loi met en place une obligation d'accessibilité? Si on prend un autre exemple, par exemple, la loi de propriété intellectuelle, est-ce que cette loi de propriété intellectuelle ne limite pas la modification du matériel intellectuel de manière à la façon accessible ou de manière accessible? Est-ce qu'on peut, par exemple, modifier un livre pour le rendre accessible sans que cela ne soit interdit par la loi de propriété intellectuelle? Next. Bien entendu, si vous avez des questions, vous pouvez les poser directement par chat et Angelica ou Alessia prendra la peine de me dire. Donc, quelles sont les lois à revoir? Il ne faut pas se limiter aux lois qui concernent ou les lois qui sont, disons, traditionnellement sur lesquelles on peut agir ou qui sont traditionnellement prises en compte par les organisations de personnes handicapées. Il faut avoir un regard assez large pour examiner, par exemple, les lois concernant les médias, la santé, le transport, euh, l'accès à l'information. Next. Également, la loi concernant la justice, la loi de la construction. Il y a beaucoup de lois
auxquels nous devons prêter attention pour vérifier s'ils sont conformes aux obligations et aux principes de la CDPH. Next. Ici, il s'agit d'une liste des différentes lois sur lesquelles on peut agir et lesquelles on doit avoir un regard. Bien sûr, la Constitution représente une des lois les plus importantes. Il y a la loi fiscale, la législation relative à des groupes spécifiques, les minorités, la loi de l'immigration, la loi sur la formation professionnelle, législation sanitaire générale. Donc, c'est une liste sur laquelle vous pouvez revenir ultérieurement pour voir en fait les différentes lois sur lesquelles on doit agir. Next. Qu'est-ce qu'il faut regarder? Quand on fait un travail de légiférer ou concernant la législation des droits des personnes handicapées, il est important de vérifier, quand on prend une loi pour l'examiner, il est important de vérifier les liens entre cette loi et d'anciennes lois qui sont dans le même sujet. C'est-à-dire, il faut vérifier si cette loi est plus ou moins importante que les anciennes lois. Est-ce que cette loi l'emporte sur les autres? Exemple, si on prend le Code du travail, qui est une loi concernant tous les travailleurs et les modalités de comment l'employeur et l'employé doivent interagir, quand on a une loi spécifique à l'emploi des personnes handicapées, qui l'emporte? Quelle est la loi qui l'emporte? Est-ce que c'est le Code du travail ou cette loi spécifique? Est-ce que, en cas de litige, sur quelle loi on peut se baser pour revendiquer ses droits? Deuxième chose à regarder, est-ce que cette loi a les mêmes valeurs et est-elle conforme aux principes de la CDPH? La vision globale de cette loi, les principes, la valeur de cette loi, est-elle conforme aux principes de la CDPH? Troisième chose, est-ce que les différents éléments de cette loi sont-elles conformes aux obligations et aux articles spécifiques définis dans la CDPH? Est-ce que cette loi et les éléments de cette loi reflètent-ils la jurisprudence du Comité des droits des personnes handicapées? C'est-à-dire, le Comité des droits des personnes handicapées promulgue des observations générales et des recommandations générales aux États. Est-ce que cette loi, sur laquelle on est en train de faire une analyse, reflète la jurisprudence, reflète la vision apportée, les notions expliquées par le Comité des droits des personnes handicapées? C'est-à-dire, il ne suffit pas de faire un travail juste comparatif avec la CDPH, mais également voir comment le comité explique ces articles et est-ce que cette loi et les différents éléments de cette loi sont conformes à cela. Pourquoi on dit les différents éléments? Parce que très souvent, dans le chapeau de la loi, au niveau supérieur dans l'introduction de la loi, on est très souvent dans un langage
qui est plus ou moins conforme à la CDPH. C'est-à-dire, par exemple, on va dire, cette loi vise à améliorer, promouvoir les droits des personnes handicapées pour garantir leur inclusion dans la société. Très, très bien. Mais quand on lit la loi, dans d'autres éléments plus en bas de cette même loi, on va trouver que des dispositions sont même contraires à l'inclusion des personnes handicapées. Exemple parlant dans plusieurs pays, la loi de l'inclusion des personnes handicapées dans des enfants handicapés dans l'école. On trouvera que cette loi vise à l'inclusion des personnes handicapées dans les écoles ordinaires, mais quand on va lire la loi, on va trouver que il y a beaucoup de notions de centres spécialisés, de classes séparées, de tests médicaux pour voir si l'enfant est incluable ou pas. Et donc, on va trouver finalement que c'est contraire même à la vision de la CDPH. Next. De façon générale, comment on peut faire pour vérifier si la loi reflète la CDPH? En fait, c'est une méthode très très simple, c'est de vérifier si cette loi respecte et reflète les principes généraux de la CDPH qui sont dans l'article 3. Nous avons 8 principes. Il est important de connaître ces principes par cœur et de vérifier, quand on va faire une analyse de la loi, si ces principes sont reflétés et respectés dans la loi. Exemple, est-ce que dans la loi du travail, est-ce que la dignité inhérente et l'autonomie de la personne est respectée? Exemple, quand on dit par exemple que les personnes non et malvoyantes ont le droit uniquement de travailler en tant que standardiste dans les institutions publiques et privées. Est-ce que cette loi respecte la dignité et l'autonomie de la personne? Je dirais pas totalement, parce qu'il y a une restriction de la liberté. Parce qu'on peut dire que les personnes mâles et non-voyantes peuvent travailler en tant que standardistes, mais il ne faut pas limiter cela à ce travail uniquement. Est-ce que, je vais prendre un autre exemple pour expliquer comment on peut faire cette analyse-là. Exemple, quand on dit, je vais continuer avec cette notion du travail et de l'emploi, quand on dit que les personnes handicapées ont le droit de bénéficier ou de participer aux concours nationaux pour être employées dans le secteur public. Très très bien. Mais s'il n'y a pas la phrase et le concours national doit être accessible à ces personnes, donc ici, cette loi, même si au premier abord, elle nous paraît bien, mais on peut voir qu'elle ne respecte pas deux principes de la CDPH, c'est-à-dire, un, l'accessibilité, et deux, l'égalité des chances. Si une personne sourde entre dans un jury pour faire un entretien avec ce jury-là, et qu'il n'y a pas une présence d'un interprète en langue des signes, c'est-à-dire qu'il n'a pas les mêmes chances pour être employé, ou par exemple d'être accepté dans une université, qu'une autre personne, parce qu'on n'a pas pris en compte l'accessibilité et l'égalité des chances de cette personne. Donc, ce genre de travail, ce genre d'analyse, il est important de le faire pour chaque principe de la Convention internationale. Il y a 8 principes, il est important que quand on fait une analyse, regarder principe par principe si cela est reflété et respecté dans la loi qu'on est en train d'analyser. Next. Comment on peut vérifier l'harmonisation? Essai d'harmonisation ou test d'harmonisation. Donc, les lois
article spécifique d'une loi donnée respecte-t-il les dispositions de l'article correspondant de la CDPH? C'est-à-dire, on doit faire poser la question et on doit vérifier si cet article ou disposition de la loi nationale sont en conformité avec l'article spécifique de la CDPH. Exemple, l'éducation, la loi de l'éducation nationale, est-ce qu'elle reflète l'article 24 de la Convention? Est-ce que le code électoral ou la loi sur la participation politique, est-ce qu'elle reflète l'article 29 de la Convention? Est-ce que les dispositions ou le code de procédure légale reflètent l'article 13 de la Convention? Donc, c'est une question primordiale à se poser. Tout d'abord, on va vérifier si cette loi et ces différents articles reflètent l'article spécifique de la CDPH. Ensuite, est-ce qu'il y a une mention sur les droits des personnes handicapées? Est-ce que les personnes handicapées sont mentionnées ou prises en compte dans cette loi? Très souvent, l'absence de mention signifie l'absence de mesure. C'est-à-dire, quand on prend une loi, il n'y a pas la mention des personnes handicapées et des mesures qui sont nécessaires pour avoir l'égalité des chances et de pouvoir bénéficier de cette loi, c'est-à-dire qu'il y a très très peu de chances que les personnes handicapées puissent bénéficier sur la base de l'égalité avec les autres de cette loi. Est-ce que cette loi reflète les obligations de l'État, telles que mentionnées dans l'article 4? Est-ce que, par exemple, quand on prend une loi, est-ce qu'il y a une notion de formation des employés? Est-ce qu'il y a une notion de recherche? Est-ce qu'il y a une notion de financement concernant l'accessibilité? Toutes ces questions doivent être posées pour vérifier si on est en train de faire de l'harmonisation légale. Est-ce que cette loi est conforme à la CDPH? Enfin, est-ce que les lois et les articles en question tiennent compte de la jurisprudence du comité de la CDPH en ce qui concerne cet article spécifique? C'est-à-dire, est-ce que cette loi ou cet article ou cette disposition est conforme à ce que le comité dit ou à ce que le comité recommande pour pouvoir appliquer un droit donné? L'exemple que j'ai pris tout à l'heure, c'est-à-dire très souvent, on parle d'éducation intégratrice de façon à ce qu'on comprenne que c'est une éducation inclusive. Mais le comité, grâce à une observation générale, à un commentaire général, a bien expliqué qu'est-ce qu'on voulait dire par éducation inclusive. Donc, il est important aussi pour nous de connaître les jurisprudences du comité de la CDPH pour vérifier si ce que dit le texte de loi, c'est vraiment conforme à la CDPH. Dans plusieurs pays, on parle d'égalité des chances des personnes handicapées, d'inclusion, mais c'est vraiment pas le cas parce que on n'est pas en conformité avec la jurisprudence du comité des droits des personnes handicapées. Next. Un autre élément important de l'harmonisation légale, c'est de se poser la question, est-ce que la loi est applicable? Est-ce que la loi est applicable? C'est-à-dire, existe-t-il un bon mécanisme pour s'assurer que la loi sera appliquée? C'est vraiment quelque chose d'important parce que très souvent on dit que les lois sont là mais c'est pas appliqué. Et très souvent c'est parce que dans la loi même, il n'y a pas de mécanisme de mise en œuvre de cette loi.
Je prends en exemple le quota sur l'emploi, par exemple. Dans plusieurs pays, il y a un quota obligatoire pour les entreprises privées et publiques pour engager et employer des personnes handicapées. Ça peut varier de 1 jusqu'à 5%, 10% pour certains pays. Mais il n'y a pas de mécanisme pour s'assurer que ce quota est respecté. L'inspection du travail n'a pas d'outils pour vérifier. Très souvent, ils ne posent même pas la question. Les institutions qui sont responsables pour améliorer l'employabilité n'ont pas une base de données sur l'emploi, sur les personnes handicapées demandeuses d'emploi. Il n'y a pas, les entreprises n'ont pas accès aux informations des personnes handicapées. Donc, la loi, elle est là, mais les mécanismes d'application ne sont même pas présents dans la loi même. Donc, nous faut vérifier, quand on lit de beaux et de jolis mots, comme quoi c'est une loi sur l'emploi, sur la santé, sur l'accès à la justice des personnes handicapées, il nous faut vérifier que qu'il y a dans la loi des mesures d'application de cette loi. Autre chose, qui est responsable de la mise en œuvre de cette loi? Si il y a deux notions dans cela. Si la personne, l'institution, le corps n'est pas mentionné dans la loi, c'est que probablement cette loi ne sera pas mise en œuvre. Si on dit par exemple la loi sur l'éducation, la loi sur on prend la loi sur l'éducation. Voilà. La loi sur l'éducation encourage les personnes handicapées à être inclus dans les écoles ordinaires. Oui, mais qui est responsable pour s'assurer que cette loi est appliquée? S'il n'y a pas une mention d'un corps, d'une commission, d'une personne, d'une ressource, d'une institution qui doit s'assurer de la mise en œuvre de cette loi, c'est-à-dire que cette loi ne sera probablement pas respectée. Il y a un autre piège dans ça. Si la responsabilité est trop partagée, genre la phrase l'inclusion des personnes handicapées dans la vie sociale est une responsabilité nationale. Si tout le monde est responsable, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de personnes responsables. Il faut s'assurer d'avoir quelqu'un, il nous faut quelqu'un euh, qu'on peut pointer du doigt pour dire c'est votre responsabilité et c'est à vous de nous rendre des comptes. Quand je dis quelqu'un, il ne s'agit pas forcément d'une personne, ça peut être une institution, c'est-à-dire un ministère, ça peut être aussi une direction générale d'un ministère, d'une institution publique, indépendante. Donc, il nous faut quelqu'un à pointer du doigt et à remettre les responsabilités. Un autre point, c'est comment les règlements de mise en œuvre sont-ils élaborés? Très souvent, quand on a une loi, il ne suffit pas d'avoir juste la loi. Cette loi doit être mise en œuvre. Donc, ça comprend aussi des mécanismes de mise en œuvre. Donc, ça comprend aussi la mise en œuvre de réglementations pour que des standards pour que cette loi soit mise en œuvre. Par exemple, si on dit que la loi de la construction ou du transport doit prendre en compte l'accessibilité, de quelle accessibilité on parle? Qui met les standards d'accessibilité? Est-ce que les personnes handicapées participent à la mise en place des standards d'accessibilité? Il est important aussi de voir cela parce que il ne suffit pas d'avoir les lois, il faut aussi avoir les réglementations, les standards qui vont avec. Next. Oui, Imed. En fait, Oui, il reste encore 15 minutes maximum pour faire la présentation parce qu'après, on a déjà beaucoup de questions. Et ok, donc voilà, ok. on vient de J'ai, passer à la slide suivante.
Ah, ok, je vais essayer d'aller un peu plus vite. Merci. Excusez-moi, j'essaie de prendre du temps parce que c'est un sujet assez compliqué, mais je vais essayer d'aller un peu plus vite. Donc, la consultation avec les organisations de personnes handicapées, c'est quelque chose de fondamental, comme dit dans le préambule, et comme dit par exemple sur l'exemple des standards, parce que les personnes handicapées, de un, c'est une obligation de la CDPH dans l'article 4 et dans plusieurs articles, notamment l'article 33. Mais c'est aussi quelque chose de fondamental parce que les personnes handicapées et leur organisation sont vraiment les experts de leur situation. Il est important que dans le processus de création, de modification ou d'abrogation d'une loi, les personnes handicapées ont leur mot à dire. Next. C'est un autre chapitre, c'est on doit se poser la question où on peut commencer, où commencer. Next. Donc, il y a plusieurs stratégies pour l'harmonisation globale. Premièrement, on peut commencer par une stratégie qui va viser à promulguer une loi sur les droits des personnes handicapées. C'est une loi générale qui va concerner de façon générale tous les droits des personnes handicapées. Ce qui comprend établir des normes pour l'accessibilité, les services communautaires, et cela qu'on va concerner plusieurs acteurs, que ce soit privés et publics. Et cela aussi va concerner plusieurs responsables, c'est-à-dire on va avoir une responsabilité de plusieurs ministères. Donc, il est important que cette loi mentionne les différentes responsabilités des différents ministères. Une autre stratégie consiste à promulguer une loi antidiscrimination globale. C'est-à-dire, on ne va pas vérifier, on ne va pas essayer de faire une loi qui concerne juste les personnes handicapées, mais on va essayer de collaborer avec d'autres acteurs pour avoir une loi antidiscrimination de façon générale, y compris la discrimination sur la base du handicap, ce qui comprend également le refus d'aménagement raisonnable. Parce que, comme on le sait tous, la Convention dit que le refus d'aménagement raisonnable est, est une discrimination sur la base du handicap. Avec cela, il est important de travailler sur les lois générales existantes et à venir pour qu'ils incluent les personnes handicapées dans leur texte. C'est-à-dire, il ne suffit pas d'avoir, excusez-moi, une loi générale d'antidiscrimination, mais il faut aussi travailler sur des lois, sur les autres lois de façon générale pour qu'ils incluent les personnes handicapées. Il nous faut inclure autre chose, il nous faut inclure les droits en vertu de la CDPH dans différentes législations. C'est-à-dire, il ne suffit pas d'avoir juste dans la loi nationale, mais également avoir les dispositions de la CDPH dans les différents niveaux de la législation. Loi organique, circulaire, arrêté, décret, constitution, tout cela doit prendre en compte les droits des personnes handicapées. Et enfin, il y a une autre stratégie qui est saisir l'opportunité. Et là, c'est vraiment quand on a une opportunité d'une révision d'une loi et surtout la Constitution, il faut la saisir pour inclure les droits des personnes handicapées. Next. Quels sont les défis dans ce travail-là, dans cette harmonisation, dans cette notion d'harmonisation? Donc, next. Il y a plusieurs défis. Donc, premièrement, comment le handicap est défini dans la loi? Comment la législation ou notre pays définit le handicap? Comment fonctionne la certification du handicap?
Est-ce que cette définition est basée sur une notion médicale? Est-ce que cette notion du handicap ou la définition du handicap respecte la notion du handicap présente dans l'article 1 de la Convention? Est-ce que cette définition du handicap prend en compte les barrières sociétales, c'est-à-dire les barrières physiques et comportementales? Il y a un problème parce que dans plusieurs pays, différentes lois donnent différentes définitions du handicap. Et c'est souvent, ce n'est pas une définition, mais plutôt un critère d'éligibilité pour avoir le droit ou pour pouvoir jouir du droit. On va trouver que le Code du travail va définir le handicap d'une façon, alors que la loi de la santé va définir d'une autre façon, alors que le Code électoral va définir d'une autre façon. Donc, on ne sait pas vraiment quelle est la définition présente dans notre législation concernant le handicap. Et deuxième chose, est-ce que cette définition est conforme à l'article 1 de la Convention internationale? Donc, il est important que si on va travailler sur une loi antidiscrimination, cette loi doit avoir la définition la plus large possible du handicap, afin que des catégories de personnes ne soient pas exclues de cette loi. Next, pardon, pas next, retour. Initier l'amendement des lois non spécifiques au handicap pour le respect de la CDPH. C'est un défi parce que, on va dire, pourquoi on doit modifier cette loi, puisque de façon générale, les personnes handicapées sont considérées dans cette loi. Il est important d'avoir les arguments nécessaires et les bons arguments pour dire non, cette loi ne correspond pas ou n'est pas conforme à la CDPH. Certes, en théorie, les personnes handicapées sont concernées par cette loi, mais concrètement, quand on lit le texte, ce n'est pas conforme à la CDPH. Next. Il est important de s'en tenir au champ d'application de la loi. C'est-à-dire, il faut absolument, quand on fait un travail sur l'harmonisation légale, que les différents secteurs soient conformes à la CDPH. Si un secteur ne figure pas dans la législation, c'est-à-dire que ce secteur-là ne prendra pas en compte les personnes handicapées ou le droit des personnes handicapées. Par exemple, le salaire minimum ne peut pas être pris en compte dans une loi sur les usines. Je m'explique. Le salaire minimum concerne le revenu de l'employé, mais une loi sur l'usine concerne également l'accessibilité, les modes de travail, l'assurance accident de travail, tout cela. Donc, ces différentes choses, ces différents secteurs ne peuvent pas être dans la même loi. Et donc, il est important quand on regarde de façon, par exemple, l'emploi des personnes handicapées, il est important de regarder toutes les lois. Je vais passer sur ce point-là. Donc, next. Très, très vite. On va avoir un focus sur la non-discrimination et discuter sur la non-discrimination. Next. L'interdiction de la discrimination sur la base du handicap doit être inscrite dans la législation qui s'appliquera à tous les acteurs publics et privés opérant dans le pays. C'est-à-dire, il est important, il est primordial, fondamental et tous les synonymes de ce mot-là d'avoir la notion de non-discrimination sur la base du handicap dans notre loi nationale. Parce que cela va garantir un recours juridique, va garantir également
l'aménagement raisonnable. Cette loi ou cette disposition doit comporter toutes les formes de discrimination, c'est-à-dire les discriminations associées ou les discriminations par association. C'est-à-dire, si je suis le membre d'une famille d'une personne handicapée, je peux subir des discriminations. Donc, cette notion, cette définition de non-discrimination sur la base du handicap doit inclure cela. Si je suis une femme handicapée, je vais subir une double discrimination. Si je suis une personne handicapée issue d'une minorité, je vais être doublement discriminé. Et donc, la définition de non-discrimination doit inclure toutes ces notions. Cela doit aussi inclure l'obligation de fournir des aménagements raisonnables. Et le refus d'aménagement raisonnable doit être considéré comme une discrimination sur la base du handicap. Next. Donc, l'égalité et la non-discrimination. La Constitution et autres lois sur l'égalité et non-discrimination incluent-elles expressément le handicap en tant que de raison pour la discrimination? C'est-à-dire, est-ce que les personnes handicapées sont protégées concrètement, spécifiquement, par cette loi? Est-ce qu'ils sont mentionnés? Est-ce que la loi définit-elle la discrimination? Si on dit que les personnes handicapées ne doivent pas être discriminées, qu'est-ce qu'on veut dire par la discrimination sur la base du handicap? Est-ce que la loi reconnaît que le refus d'aménagement raisonnable est une discrimination? Est-ce que la loi interdit-elle la discrimination directe et indirecte? Est-ce que la loi interdit-elle la discrimination par association? Quand on va regarder un texte de loi qui concerne la non-discrimination et l'égalité, il faut se poser ces questions, il faut vérifier que c'est bien pris en compte. Next. Est-ce que la loi interdit-elle la discrimination sur le handicap perçu ou attribué? C'est-à-dire si on pense que personne, même si c'est une personne non handicapée, si on peut attribuer, une personne considère que cette personne est une personne handicapée, elle va le discriminer. Est-ce que la loi prend en compte ce genre de discrimination? La loi protège-t-elle contre le harcèlement? Parce que très souvent, une loi antidiscrimination ne prend pas en compte la notion d'harcèlement. Donc, il faut voir si la notion d'harcèlement est bien prise en compte dans la loi. Est-ce que la charge de la preuve ou le fardeau de la preuve est déplacé? C'est une notion très compliquée, on ne va pas entrer dans ça, mais c'est-à-dire, si je dis que j'ai été discriminé, l'une des approches, c'est de dire, c'est pas moi qui dois prouver que j'ai été discriminé, c'est plutôt l'autre partie qui doit prouver qu'il n'a pas discriminé. Et cela permet d'être vraiment, concrètement, plus efficace sur cette notion de discrimination. Est-ce que la loi prévoit-elle un accès aux mesures, un accès au recours aux victimes de discrimination? Si je subis une discrimination, est-ce que la loi me permet d'aller voir une institution qui me permet d'avoir mes droits? Est-ce que la loi prévoit des mesures spécifiques et d'autres mesures positives visant à promouvoir l'égalité des personnes handicapées? C'est-à-dire, on ne parle pas ici de discrimination positive, on parle de mesures positives pour avoir l'égalité et l'égalité des chances. Par exemple, le système de quotas dans l'emploi, dans l'éducation. Par exemple, le système de sièges réservés aux personnes handicapées dans le processus électoral. C'est des mesures positives. Il ne faut pas considérer ça comme de la discrimination positive. Il faut considérer cela comme des mesures positives qui visent l'égalité. Excusez-moi. Donc, next.
Si on dépasse la notion de non-discrimination, les lois globales ou les lois distinctes doivent être promulguées, modifiées pour garantir que les personnes handicapées jouissent et exercent tous leurs droits fondamentaux sur un pied d'égalité avec les autres. Cela nécessite de s'assurer que l'accessibilité est atteinte progressivement, mais sûrement. Prise de connaissance et changement de perception dans la société. Un soutien est fourni aux personnes handicapées et aux familles d'enfants handicapés. Next, et dernier slide. Ici, c'est un outil qui a été développé par plusieurs instituts qui vous permet de faire un travail d'analyse et de collecte des lois. C'est un outil très pratique, c'est-à-dire, vous mettez, c'est une sorte de tableau qui va prendre en compte, par exemple, un des droits. Droit à la santé, à l'accès à la justice, à l'éducation, à l'emploi. Et comment utiliser cet outil? Donc, on va prendre un droit et on va voir qu'est-ce que notre État, qu'est-ce que notre pays, qu'est-ce que notre gouvernement dit à propos de ce droit pour les personnes handicapées ou de façon générale. Donc, on va voir la Constitution, on va écrire l'article spécifique de ce droit qui est présent dans la Constitution de notre pays. Ensuite, on va mettre à côté l'article spécifique de la Convention qui traite de ce droit. Exemple, l'éducation, c'est l'article 24. Droit à la famille, c'est l'article 23. Et donc, on va l'écrire là. Donc, après, on va descendre d'un niveau et on va voir qu'est-ce que les lois nationales, c'est-à-dire les lois organiques et les lois ordinaires, qu'est-ce qu'ils disent à propos de ce droit. Et là, on va pas vérifier seulement les droits, qu'est-ce qui mentionne les personnes handicapées, mais toutes les lois qui parlent de ce droit-là. C'est-à-dire que si on parle de l'emploi, on va travailler, on va mettre en place, on va écrire les lois, le code du travail, et on va écrire également, s'il y a une loi spécifique sur l'emploi des personnes handicapées, on va l'écrire également dans ce tableau, dans cette colonne-là. Après, on va voir les textes d'application. Est-ce que on va mettre, par exemple, les décrets d'application, les arrêtés, les circulaires, on va les mettre, on va les écrire ici pour voir si, de un, ces textes sont appliqués. Excusez-moi. On va voir si les textes d'application existent ou pas, et s'ils existent, comment ils traitent cette question. Enfin, on va passer à la jurisprudence nationale. S'il y a des recours devant le tribunal, qu'est-ce que la justice dit à propos de ce droit pour les personnes handicapées? Je vous avoue que cette colonne, c'est la plus difficile à trouver. Donc, il est important de la voir, mais si on ne peut pas avoir accès à la jurisprudence nationale, cela n'est pas très, très grave. Enfin, une autre colonne, c'est la jurisprudence du comité de la CDPH. Qu'est-ce que le comité de la CDPH dit à propos de ce droit? Par exemple, on peut ici vérifier les recommandations du comité de la CDPH à votre pays. Enfin, la dernière colonne, c'est l'analyse et l'observation. On va écrire qu'est-ce qu'on analyse, qu'est-ce qu'on observe quand on va traiter ce droit-là. Par exemple, on peut dire non-existence d'un décret d'application, les personnes handicapées ne sont pas mentionnées dans les textes nationaux organiques, la Constitution ne présente pas, par exemple, les personnes handicapées, ne cite pas les personnes handicapées de façon spécifique dans ce droit-là. Donc, c'est un tableau que vous pouvez utiliser. Ça prend du temps pour voir comment ça fonctionne, mais une fois commencé, c'est un tableau aussi qui va vous permettre, si on le fait une fois, on est assuré de l'avoir pour toujours parce que après, ça va être simple de le modifier. S'il y a une modification, on va revenir vers ce tableau, on modifie la colonne et cela nous aide à voir
l'évolution des textes de loi. Voilà, next. Donc, merci pour votre attention et j'attends avec impatience vos questions. Excusez-moi pour la prise du temps, c'est un sujet un peu complexe. Angélica? Oui, merci beaucoup, Imen. Donc, effectivement, nous avons déjà quelques questions. Euh, Nous avons 20 minutes. Si jamais nous n'avons pas le temps de toutes les aborder, sachez que nous les avons toutes collectées via la box, via le chat box, et que nous y répondrons par la suite par écrit. Et voilà, nous allons pouvoir commencer par une question de Adiara Dao Traoré. Au cas où les lois du pays sont conformes à la CDPH, mais que leur application est tout autre, quels sont les recours des personnes vivant avec un handicap que ces personnes peuvent utiliser pour l'application réelle de ces lois? Merci pour la question. En fait, si les lois vraiment sont conformes à la CDPH, mais ils sont appliqués d'une autre façon, et c'est souvent le cas, c'est-à-dire que la loi est conforme, elle est très très bien, mais la politique publique qui vise à appliquer cette loi n'est pas vraiment mise en œuvre de façon positive. Il y a plusieurs recours. Le premier recours, et c'est quelque chose qu'on a très très peu, qu'on utilise très très peu, c'est aller à la justice, puisqu'il y a un texte de loi, c'est-à-dire que la justice doit s'assurer que cette loi est mise en œuvre. Deuxième recours, c'est de voir pourquoi cette loi n'est pas appliquée. Est-ce que c'est une question de personnes qui ne connaissent pas, qui ne comprennent pas cette loi, ou est-ce que c'est une question de moyens? Est-ce que des ressources sont allouées pour la mise en œuvre de cette loi? C'est-à-dire, s'il n'y a pas, si on voit le budget de l'État, si la loi elle est là, mais le budget de l'État de 2019-2020, il n'y a aucun, on va dire, dinar ou dollar ou euro qui est mis en place pour que cette loi soit appliquée, c'est-à-dire qu'il y a de très 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 fortes chances que cette loi ne sera jamais appliquée. Il faut vérifier ça. Troisième recours, c'est de faire une sorte de collaboration avec l'État pour que les EPH, en fait, font des projets pilotes ou expliquent comment cette loi doit être appliquée. Donc, c'est-à-dire, on ne va pas entrer en conflit avec l'État, mais plutôt dans une approche de collaboration avec l'État pour que cette loi soit mise en œuvre. On ne va pas jeter la première pierre à l'État, mais on va dire, voilà, nous, on vous propose un partenariat positif, on peut chercher des fonds ensemble pour que cette loi soit appliquée, et on fait des projets pilotes, et on vérifie comment cette loi peut être appliquée. J'espère que ça répond à votre question. Merci beaucoup. Alors, une autre question, cette fois-ci de Ahmed, de Humanity and Inclusion au Niger. Lorsque l'on veut légiférer, quel type d'approche il faut adopter? Parce que généralement, les gens ont tendance à légiférer dans le sens du modèle de protection. Par exemple, légiférer en mettant des quotas dans une loi de travail. Est-ce que c'est la bonne approche? Et en fait, cela va avec une autre question aussi liée aux quotas, savoir si utiliser des quotas est réellement la bonne approche. Merci pour cette question, qui est un sujet très très large, mais pour la question du quota, en fait, c'est clair. Comme mentionné dans la présentation, il ne faut pas juste regarder le quota. Le quota peut être positif ou négatif. C'est comment, en fait, on va le mettre en place qui est important. Est-ce que cette approche de mise en place du quota ou de mesures positives, est-ce qu'elle respecte les principes de la CDPH? Est-ce que c'est dans ce quota-là, dans cette mise en œuvre-là, dans cette action-là, est-ce qu'il y a un respect de la dignité de la personne? Est-ce qu'il y a un respect de son choix? Est-ce qu'il y a un respect de la non-discrimination? Est-ce qu'il y a un respect de l'accessibilité? S'il y a un respect de ces 8 principes de la Convention, alors là, on va basculer dans une approche positive du quota, c'est-à-dire selon la Convention, l'article 5 de la CDPH qui dit les mesures qui visent à atteindre l'égalité de facto, l'égalité réelle
des personnes handicapées avec le reste de la population ne sont pas et ne doivent pas être considérées comme des mesures de discrimination ou des mesures, disons, négatives. Mais si ce quota, cette action-là, est plutôt dans une approche protectionniste, médicale, les pauvres petits handicapés, on doit les aider, on doit les soutenir parce qu'ils ne peuvent pas. Donc, il n'y a que le quota qui est là de façon assez, dans une approche charitable de la chose. Là, ça devient négatif. Donc, le quota en lui-même, on peut l'entendre d'une façon, comme l'a mentionné dans l'article 5 ou l'article 27, des mesures positives qui visent à l'égalité. Mais il nous faut nous assurer que cette mesure respecte la vision, les principes de la CDPH. C'est de la théorie législative. J'espère que ça a été clair et ça répond à votre question. Merci beaucoup. Cette fois-ci, une série de questions de André Kaby qui s'intéresse plus au cas des personnes vivant avec un handicap mental. Donc, une première question sur l'implication des organisations des personnes handicapées. Est-ce qu'une association des parents d'enfants handicapés mentaux ne devrait pas être considérée comme une OPH? Très très bonne question. Donc, je vous invite à lire le commentaire général du comité, le dernier commentaire général, observation générale du comité des droits des personnes handicapées. Et il explique très très bien qu'est-ce que c'est qu'une OPH, qu'est-ce qu'il n'est pas une OPH. Donc, pour ma part, je sais que les parents sont présents dans la CDPH, dans le préambule, donc c'est une catégorie qui est prise en compte par la CDPH. Après, c'est aussi très important de comprendre qu'est-ce qu'on entend par enfant de personnes avec déficience mentale. On a très souvent tendance à appeler les personnes avec déficience ou handicap mental des enfants, alors que la personne a 25 ans, 30 ans, 40 ans et on les appelle encore des enfants. Donc, si c'est vraiment des enfants de personnes handicapées intellectuelles ou mentales, c'est-à-dire moins de 18 ans, il n'y a aucun problème. Mais si c'est des personnes qui sont des majeurs, qui dépassent en fait le cadre de l'enfance, là, les associations de parents doivent agir pour s'assurer de l'autonomie de ces personnes, de basculer vers le soutien à la prise de décision. De basculer vers une prise de décision partagée au sein de l'association. C'est un sujet sur lequel le comité s'est prononcé ou a tenté de se prononcer, mais qui reste un petit peu complexe. Merci pour cette question. J'espère que j'ai répondu. Je vous invite à lire le commentaire général. En fait, je ne l'ai pas en tête, mais je pense qu'il y a une réponse dans ce commentaire général. Merci. Alors, André Cavi avait deux autres questions qui, je pense, sont liées. Donc, peut-être à vous de voir si vous pouvez rajouter quelque chose dessus. Son autre question, c'était pensez-vous qu'il faille légiférer sur le droit des parents d'enfants handicapés pour qu'ils puissent agir en lieu et place des enfants handicapés mentaux. Donc, et son autre question, c'était est-ce que l'accessibilité pour les enfants handicapés mentaux ne devrait pas aussi passer par le bénéfice à leurs parents, par exemple le droit à l'emploi, notamment pour les enfants à handicap lourd? Pour la première question, j'ai un peu répondu à cette question-là. C'est-à-dire, si c'est des enfants, oui, totalement. Tous les parents ont le droit de créer des associations qui représentent en fait leurs enfants. Les parents d'élèves, association de parents d'élèves, association de parents du quartier. Donc, pourquoi pas prendre en compte aussi les parents de personnes avec handicap ou enfants handicapés, intellectuels ou mentaux, ou tout autre enfant handicapé. Après, si ces parents leurs enfants dépassent en fait le cadre de l'enfance et atteignent leur majorité,
prendre des décisions au lieu et place des enfants, des personnes handicapées serait contraire à la Convention internationale et à l'article 12 de la Convention internationale. Parce que l'article 12 dit les personnes handicapées, peu importe le handicap, qu'il soit lourd ou pas lourd, qu'il soit intellectuel, mental ou toute autre déficience, ont le droit de jouir de leurs capacités légales et juridiques de façon effective et totale et remplacer la tutelle par le soutien à la prise de décision. Pour la deuxième question, c'est vraiment quelque chose de complexe et je ne pense pas, c'est-à-dire il faudrait attendre la jurisprudence du comité pour que cette réponse soit donnée. Pour l'instant, on sait, si on traduit un petit peu la convention, tout d'abord, on a déjà dit que la discrimination associée doit être prise en compte dans la législation. C'est-à-dire que si je suis un parent d'enfant handicapé, je ne dois pas subir une discrimination parce que j'ai un enfant handicapé. Donc, cela est déjà pris en compte par la Convention et cela doit être pris en compte par la législation nationale. Deuxième chose, si on lit bien l'article 23 de la Convention, il y a beaucoup de mesures pour soutenir les parents afin qu'ils soient en capacité de s'occuper des enfants handicapés. Enfin, si on lit l'article 28 de la Convention, il y a aussi des mesures qui doivent être prises en compte pour soutenir les parents d'enfants handicapés et notamment un soutien financier et un soutien dans le cadre de la protection sociale. Donc, il y a beaucoup de choses, mais avoir un bénéfice pour l'emploi parce qu'on a un enfant handicapé, je ne suis pas en mesure ou en capacité de répondre que si cela peut être considéré comme une mesure positive ou pas. Donc, il faudrait attendre la jurisprudence du comité. J'espère avoir répondu. Merci. Nous avons maintenant une question de Boudjema Adjaoud. Bonjour à tous et à toutes et bonjour à Monsieur Imed. Ma question est quelle est la meilleure façon d'atteindre l'objet d'un plaidoyer? Est-ce qu'il faut essayer de passer par les députés ou cibler le ou les ministres? Et sa deuxième question, c'est en cas de constatation de non-harmonisation de la réforme de la loi ou des lois, que peut-on faire? Donc, la meilleure façon, c'est-à-dire, c'est de répondre à la question du premier slide. Qui est responsable? Qui propose? Qui participe et qui valide? Si par exemple on sait que c'est le ministre qui valide, mais c'est vraiment le chef du cabinet qui est responsable de proposer, de rédiger la loi, et après il va soumettre ça au ministre, le ministre va juste signer. Donc il est important de s'adresser au chef du cabinet avant même le ministre. Donc il est important de savoir quand on fait un plaidoyer qui est responsable et comment ça fonctionne. Il nous faut avoir la carte du schéma, du processus de création de cette loi. Par exemple, une loi organique va être validée par un député, par les députés, par le Parlement, par l'Assemblée du peuple. Un décret ou un arrêté, ça va être plutôt le ministre qui va le mettre en place, ou un président. Donc, on ne va pas essayer de voir un décret en allant discuter avec les parlementaires ou les députés, et vice-versa. On ne va pas aller voir un décret, discuter d'un décret excusez-moi, de parler d'une loi organique en allant voir un ministère. Il faut plutôt s'adresser aux députés. Après, il y a aussi tous ces enjeux de avoir le maximum de relations personnelles, de liens, c'est-à-dire d'avoir quelqu'un au sein du processus de création qui est l'ami de notre organisation, quelqu'un de ressources, quelqu'un qui va nous ouvrir les portes. Pour la deuxième question, si on constate que c'est pas conforme, tout d'abord, qu'est-ce qu'on a dit? C'est plaidoyer, 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 plaidoyer. Vraiment, on est membre de la société civile, donc nos recours sont très peu. Mais il y a aussi quelque chose une autre stratégie qui est un peu risquée. Je voulais pas trop l'aborder, mais voilà, ça me donne l'occasion de l'aborder. C'est-à-dire, on va utiliser ce qu'on appelle le litige stratégique. Soutenir une personne
pour que, si votre pays a ratifié le protocole facultatif de la Convention, donc on va pouvoir utiliser ce protocole. Mais tout d'abord, il faudrait créer ou il faudrait faire un litige stratégique, c'est-à-dire aller devant la justice, prendre un cas et aller devant la justice pour essayer de demander que ce cas soit traité et qu'on ait droit à que cette personne ait accès à son droit. Et donc, on va laisser la justice se prononcer et créer une jurisprudence pour que cette loi soit interprétée de façon la plus conforme possible à la Convention. Mais si la justice elle-même ne donne pas ou ne fait pas ce travail-là, il est peut-être possible d'aller voir le comité des droits des personnes handicapées en utilisant le protocole facultatif. Mais il faudrait que votre pays ait ratifié le protocole facultatif et une des conditions, c'est d'avoir utilisé tous les recours juridiques d'un pays. Et ça peut être dangereux parce qu'on peut avoir un résultat contraire à celui attendu, c'est-à-dire avoir une jurisprudence qui va conforter encore plus la discrimination. Donc, il faut vraiment être vigilant et avoir des précautions pour pouvoir utiliser cette méthode. J'espère avoir répondu. Merci. Nous avons une question d'Ahmed de Humanity and Inclusion au Mali. Faut-il légiférer sur des dispositions législatives contraignantes contre les discriminations ou autres? Et il a aussi une seconde question. Doit-on plaider en priorité sur l'égalité des droits ou sur les besoins spéciaux? Donc, s'il faut légiférer sur l'égalité de traitement ou avoir des traitements spécifiques. Merci pour cette excellente question. En fait, sur la première, c'est bien. Excuse-moi, Angélique, tu peux me répéter la première? Oui, J'ai mal la compris. première, c'est faut-il légiférer sur des dispositions législatives contraignantes contre les Ah oui, discriminations? oui. Merci pour cette question. En fait, c'est comme mentionné dans le slide, c'est-à-dire s'il n'y a pas de mesures contraignantes, s'il n'y a pas de mesures de mise en œuvre de la loi, et s'il n'y a pas une mesure qui dit que si on ne respecte pas la non-discrimination et on fait de la discrimination, il n'y a pas une punition, quelque chose de contraignant, il y a très, 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 très de, beaucoup de chances, de fortes chances que cette loi ne soit jamais appliquée. Donc, il est primordial, fondamental que quand on fait une loi antidiscrimination, ça soit contraignant, que le recours soit mentionné et que les risques pour celui qui fait ça soient mentionnés dans la loi. Ou au moins qu'il y a, mention d'une punition, je veux dire, ou de quelque chose d'assez contraignant dans la loi. Pour la deuxième question, ça dépend des stratégies. Comme je l'ai dit, les stratégies mentionnées, c'est deux stratégies qui se valent en fin de compte. Après, c'est à vous de voir quelle est la stratégie que vous voulez adopter. Avoir une loi antidiscrimination générale, ça permet aussi d'ouvrir les portes pour les autres. C'est-à-dire, on peut commencer par ça et utiliser cette loi de non-discrimination pour avoir les mesures spécifiques. Avoir une mesure d'égalité et de non-discrimination dans une loi va nous permettre, c'est un argument suffisant pour dire, voilà, votre loi de travail n'est pas conforme à ça parce que si c'est pas accessible, s'il n'y a pas d'aménagement raisonnable, donc s'il n'y a pas un quota comme étant une mesure positive, les personnes handicapées seront discriminées. Votre loi sur l'éducation est exclusive et crée de l'exclusion des personnes handicapées parce qu'elle n'est pas conforme à cette loi-là. Donc, les deux stratégies se valent. Après, ça dépend aussi de l'opportunité qu'on a. Si on a une opportunité de collaborer avec plusieurs associations féministes, de minorités, des migrations, des choses comme ça, ou de minorités religieuses, pour créer une loi antidiscrimination générale, oui, il faut y aller. Et après, travailler sur d'autres lois. Il ne suffit pas d'avoir... En fait,
Il ne suffit pas d'avoir une ou l'autre. Il faut avoir les deux. Après, c'est à vous de voir par laquelle vous voulez commencer. Mon approche personnelle, et c'est vraiment juste mon avis, c'est pas, prenez pas ça comme un avis technique, mais mon avis, c'est d'avoir une loi antidiscrimination parce que cela va faciliter l'abrogation ou la modification d'autres lois qui viennent après. Voilà, j'espère avoir répondu. Angélica? Voilà. Oui, oui, oui. Petite coordination au sein de l'équipe. Donc, un grand merci pour tout. On va malheureusement devoir arrêter pour les questions. Nous en avons reçu d'autres, donc on va vous les transmettre, y mettre par écrit pour que vous puissiez y répondre. Avec plaisir. Parce que voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette session légiférée pour les droits des personnes vivant avec un handicap. Un grand merci, Inès, pour votre participation et pour avoir dédié votre temps aujourd'hui à répondre à toutes ces questions et à présenter cette thématique très importante. Je voudrais également remercier tous les participants. J'espère que cette session vous a appris quelque chose, à clarifier les doutes que vous pouviez avoir sur ce sujet. Juste quelques dernières infos avant de nous quitter. Le cycle de formation du webinaire ne délivre un certificat de participation qu'aux personnes qui auront assisté à au moins 75% des webinaires et répondront à l'enquête de satisfaction. Les 75% de la formation correspondent en fait à 9 webinaires sur 12. Vous recevrez le sondage avec l'email de suivi à la fin de chaque session. Avec la vidéo de la session et le matériel d'apprentissage. La prochaine session aura lieu le 25 février 2019 à 11h30 et portera sur l'éducation inclusive, aborder et éliminer les obstacles à l'accès à l'éducation de la part des personnes vivant avec un handicap. Donc un autre sujet très important. Vous avez déjà reçu la communication et l'email pour vous enregistrer. Le speaker sera Sandra Boisseau, la référente technique éducation inclusive de Humanity and Inclusion. Je vous rappelle pour ceux qui ont manqué les sessions précédentes que vous pouvez trouver les vidéos des webinaires sur le site web du projet, sur les pages Facebook et Twitter et YouTube également du projet. Vous pouvez trouver tous les liens dans la chatbox. Je vous remercie. Je vous dis à la prochaine et vous souhaite une très bonne fin de journée. Merci beaucoup. Et bonjour, je suis Alessia Serogai et je voudrais seulement donner une dernière communication parce que ma collègue Angélique, elle m'a dit qu'il y a des personnes qui sont en train de suivre la session tout ensemble. Donc, c'est ça, je pense que c'est génial. Vous pouvez absolument organiser des sessions collectives. L'unique chose que je demande, de envoyer-moi ou dans l'email de la KMS ou dans mon email, de envoyer-moi les noms, les prénoms et l'email adresse, l'email de ces personnes qui suivent la session collectivement. Comme ça, je peux envoyer aussi à ces personnes les recordings les vidéos de la session, tout les matériaux, désolé, et aussi les certificats à la fin du cycle de webinaire de Bridge the Gap. Donc, merci, très merci à tout le monde, très merci aussi à Imed, Angélique et à tous les participants. Bonne journée à tous et à la prochaine session. Au revoir.